Cet événement de la fourchette consciente est une collaboration entre Émilie Soto, que nous avons rencontrée un peu plus tôt, et Madame Geneviève Labonté-Chartrand. Geneviève qui est plus au Québec pour l'instant, mais qui fait quand même du travail pour aider le Québec et les Québécois à aller vers cette autonomie, cette suffisance. Alors, bonjour Geneviève. Allô, Comment allô, ça va? ça va bien? Oui. Oui. Alors d'abord, j'aurais aimé parler de ton parcours, Oui. qu'est-ce qui t'a amené vers ça. Et tu es quand même une diplômée au doctorat en psychologie. Exactement. Donc tu as vraiment une pratique clinique, Oui, ce qui est important. J'en ai eu une pratique traditionnelle comme Oui. psychologue clinicienne pendant presque 17 ans. Oui, c'est ça. Puis, dans une récente entrevue avec Jean-Yves Dionne, tu parlais à quel point c'est important justement que les gens de l'auditoire aient plus d'informations de gens qui pratiquent vraiment, qui ont une expérience clinique. Exactement. En fait, je pense que comme ancienne professionnelle de la santé, je suis bien placée pour voir qu'est-ce qui se passe dans notre système de santé actuel, hein, comme j'ai travaillé dans ce système-là pendant des années, plusieurs années. Et aussi, je vois ce qui s'opère dans d'autres pays, comme j'habite à l'extérieur du Canada depuis quelques années. Mm-hmm. Et donc, tout en voyant les avancées dans mon domaine, dans la psychologie, entre autres, mais dans plein d'autres domaines, en ayant travaillé plusieurs années ici, je peux comparer. Oui. Et je pense important d'informer le public de ce qui est possible. De ce qui est possible. C'est un peu ça ma mission avec Ton gars te parle, qui est maintenant mon coaching personnalisé et l'association qu'on fait avec la Femme La Balzane ce week-end. Comment c'est né votre collaboration comme ça? Qu'est-ce qui t'a amené à justement t'intéresser aux fermiers? En fait, comme j'explique, compte tenu que j'étais au Mexique depuis quelques années, j'étais très intéressée par un peu l'agriculture. En fait, c'est dans ma formation comme praticienne GAPS, je me suis formée à l'extérieur du Canada dans une approche qui s'appelle le GAPS, G-A-P-S, pour les gens qui sont intéressés. C'est le Gut and Psychology Syndrome. Donc, c'est un protocole alimentaire pour renverser les troubles mentaux, en gros. OK? Et je me suis formée donc aux États-Unis dans cette approche. Et dans le volet de cette approche, on parle de permaculture. On parle de l'importance de la source des aliments. Et là, ça m'a ouvert un volet très intéressant parce que, bien que comme professionnel, on dit tous qu'il faut bien manger, c'est comme... Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire quoi? C'est ça. Non seulement les aliments, mais après ça, qui les produit? Comment sont-ils produits? Donc, ça m'a emmené beaucoup plus loin dans mes réflexions. Et à la suite de ça, j'ai commencé à m'intéresser vraiment aux gens qui produisent la nourriture et me promener dans différents endroits dans le monde, différentes fermes de permaculture, mais ici au Québec aussi, je viens du Québec, rencontrer des agriculteurs, poser des questions, comment vous nourrissez vos animaux, quels sont les défis, quels sont les problèmes. Puis là, de fil en aiguille, j'ai eu une visibilité sur les réseaux et Émilie m'a trouvée comme ça. Moi, je trouve ça super intéressant ce que vous faites parce que je trouve que ça répond à quelque chose qui manque dans le domaine, entre autres même des naturopathes. Oui. Parce que j'en ai eu des professeurs qui donnaient des formations sur l'alimentation, puis ça serait quoi la saine alimentation, mais tu sais, il y en a qui disaient, mais c'est quoi se nourrir sainement aujourd'hui? Donc, qu'il y ait dans le domaine des gens qui se posent la question, qui nous amènent des réponses parce qu'on ne peut pas avoir couvert tous les sujets en profondeur. Non. Puis ce sujet-là, je trouve qu'il y a beaucoup de professeurs, il y a beaucoup d'écoles en naturopathie qui n'ont pas été aussi profondes probablement que vous êtes allés. Et je trouve ça super enrichissant comme week-end. Merci beaucoup. En fait, c'était l'objectif je me suis rendu compte que comme professionnelle, même parler d'alimentation comme ancienne psychologue clinicienne, on ne fait pas ça. On n'est pas formé pour faire ça. Il faut se former. Moi, je me suis formée tout au long de mes 17 années, 20 années dans le domaine à l'extérieur. J'ai pris des formations en Europe, aux États-Unis, au Mexique pour développer mes connaissances en alimentation fonctionnelle, entre autres, en médecine fonctionnelle où je suis allée me former. Et donc, en parcourant, en comprenant le rôle important de l'alimentation comme professionnel de la santé, ça m'a ouvert ce volet-là à dire, bon, mais là, une fois que j'ai toutes ces données-là sur les aliments comme tels, où est-ce qu'on les source, où je vais les acheter, ces aliments-là? Puis, je butais moi-même un défi, vers qui je me tourne quand je sais les mécanismes de toxicité alimentaire des aliments pour l'humain. Mais on nourrit nos animaux, par exemple, avec ces mêmes aliments. C'est un exemple. Mais là, où je vais trouver un animal nourri de telle ou telle façon pour répondre à mes besoins. Et ça a parti vraiment de là. Et ma curiosité. Et voilà. Tu sais, tu es une personne comme moi qui s'intéresse plus à la médecine de terrain, en fait. Puis le parallèle que je faisais tout à l'heure au caméraman quand on s'en venait, je dis, c'est un ami, puis je dis, tu sais, dans le fond, il y a encore trop de médecins
trop de professionnels qui sont bloqués dans leur vision un peu la vision de Pasteur. Tu sais, il y a tellement de dangers dans l'environnement, il y a tellement de microbes à aller contrer. Oui. Et ils ne sont pas dans l'approche plus de Béchamp où est-ce que le terrain est tout. Et quand on parle de fermiers comme ça, qui travaillent comme ça, c'est qu'ils viennent travailler le terrain. Exactement. Pour ensuite, toi, tu fais le lien avec notre terrain. Exactement. Et là, mon gros filon, finalement, de ton gars te parle, c'est d'expliquer aux gens que notre microbiote intérieur, non seulement ça a un lien important avec la santé mentale, qui est vraiment un propos, je veux dire, où je suis une des premières, si je ne suis pas la première psychologue clinicienne dans le moment, j'étais psychologue clinicienne, à nommer ça, que l'intestin, notre jardin intérieur, a un lien avec les enjeux de santé mentale. Donc ça, c'est, dans ma profession à l'époque, je nommais ça. Mais en plus de ça, le reflet des champs est le reflet de notre microbiote. Donc, si nos agriculteurs ou les méthodes d'agriculture utilisées, poussées, gérées par nos gouvernements, il y a des enjeux dans les sols, la santé des sols est en danger. Qu'est-ce qui se passe avec notre microbiote? Il va être en danger également. Et ces deux concepts-là sont en connexion. Hein? Dame Nature a vraiment bien fait les choses. Hein? Elle nous a connectés avec la nature. Ouais. La forêt intérieure, c'est le reflet de nos prés, de nos pâturages. Donc, je pense que de jumeler les agriculteurs conscients avec les professionnels conscients, c'est la clé pour qu'il y ait des changements, il y ait des avancées. Tu disais dans ton entrevue, justement, récemment que, les instances reconnaissent que les drogues peuvent causer des dommages, mais ne reconnaissent pas assez que tout le volet alimentaire, tout ce qu'on met comme toxine, peut aussi causer des dommages, que le sucre peut causer des dommages. Exactement. Comment ça se fait que ça, c'est pas autant reconnu que de dire aux gens, prenez pas des drogues, là, parce que ça va endommager votre santé mentale? Bien, en fait, là, je vais parler de mon opinion clinique là, et personnelle. C'est que, moi, j'ai fait de la recherche pendant plusieurs années. Hein, dans mes études de maîtrise, doctorat, de baccalauréat aussi, je travaillais dans un laboratoire de recherche. Et la plupart des gens ne le savent pas, mais les psychologues, on est obligés d'avoir un parcours de recherche. Donc, ça nous donne une formation où on est habilité à lire la littérature, à écrire des articles scientifiques, à vraiment bien comprendre la science. Je le nomme parce que souvent, les gens me disent pourquoi un psychologue parle de ci ou ça? Parce qu'on est des chercheurs, en fait. On est formés comme des chercheurs avant d'être des cliniciens. Et donc, la réponse à ta question, c'est vraiment que le monde de la recherche est aussi un monde qui est contrôlé par les instituts, par les universités, par les pharmaceutiques, Et donc, ça fait que l'information, elle est disponible. Elle existe, mais elle n'est pas nécessairement mise de l'avant dans les universités. Ça prend du temps. On estime que ça peut prendre 13 à 17 ans avant qu'un article publié. Ça, c'est s'il est publié. Hein? Parce qu'on peut produire des beaux articles et ils ne seront pas toujours publiés. Il y a des modes et des tendances, il y a des journaux scientifiques qui publient, d'autres non. Et donc, si on estime qu'il y a des articles chaque jour qui sont parfois publiés, mais que ça peut prendre 13 à 17 ans avant que les programmes universitaires commencent à enseigner ça dans les écoles, hein, dans les programmes postdoctoraux. Et là, le peuple perd un temps fou avec ça. Puis moi, ce week-end, je vous appelle les mères nourricières du Québec parce que je trouve que vous êtes des mères nourricières parce que vous nous amenez à toucher à ça, au cœur de vos recherches. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Hein, Nancy, on a eu Nancy tantôt, la sourcière, tu sais. Il y a tellement de gens qui veulent devenir autonomes, mais ils partent de où? Alors, toutes ces questions-là, elle les a cogitées. Exactement. Et toi, avec ton expérience clinique, en plus, tu disais qu'il y a plus d'enfants qui développent des problèmes de TDAH, qui ont des problèmes d'obésité. Mais si je parle seulement dans mon domaine en santé mentale, j'ai travaillé en institut psychiatrique pendant presque 13 ans. J'ai vu une montée fulgurante des troubles mentaux chez nos enfants. J'ai travaillé en pédopsychiatrie pendant 4 ou 5 ans. Les adolescents sont médicamentés, ça va pas bien, ils font de l'anxiété, ils font de la dépression et tout ça. Il faut regarder les causes sous-jacentes. Je sais que le stress a le dos large, on a des vies qui vont rapidement, mais c'est pas suffisant pour expliquer, à mon avis, cliniquement, ce qui se passe en ce moment dans notre société. C'est pas suffisant de blâmer le stress ou le rythme. Je ne dis pas que ça n'a pas de lien, mais il faut aller encore à la racine. Retourner à la racine. Les habitudes de vie. Parce que tu en parles, hein, des habitudes de vie, l'importance. Puis des fois, on n'a pas besoin de changer tellement de choses en même temps. Non, mais d'y aller un pas à la fois pour ne pas faire peur aux enfants, pour ne pas faire peur aux parents non plus. Oui. Mais... Puis il y a des modes aussi. Il
faut aussi comprendre qu'en ce moment, la manière dont les gens s'alimentent, c'est parce que c'est une norme culturelle. Alors, si on se fait dire par les instances, par les publicités, par les gouvernements, par les gens qui sont formés dans les écoles, les professionnels, que c'est comme ça qu'on doit s'alimenter, bien, les gens vont adhérer parce que ce sont eux, les professionnels, qui disent comment s'alimenter. Et là, ça descend. Et puis, évidemment, là, quand on veut faire virer un gros navire comme ça prend des années. Donc, c'est toute une mission. Je serais intéressée à te poser une question parce que tu sais qu'il y a quand même aux États-Unis un virage que RFK essaie de faire au niveau de offrir des moins de Fruit Loops, mais tu sais, est-ce que tu penses ou tu espères qu'il va avoir un impact ici où ils sont trop en train de nous fermer? Parce que, tu sais, dernièrement, à Info Québec, j'animais un panel où est-ce qu'on parlait des possibles impacts de ce qui va se décider aux États-Unis dans ces nouvelles instances du NIH, ça, sur nous. Est-ce qu'il va avoir un impact, tout ça? Puis, Dr Bernard Massy disait, bien, il va avoir forcément un impact parce que la majorité des recherches ici sont financées par les États-Unis. Exactement. Donc, certainement c'est notre pays voisin. Donc, évidemment que ça va, je pense, avoir un impact. Et moi, je dois dire, j'habite le Mexique et je le vois, l'impact déjà. Oui? Oui, déjà, les gouvernements mexicains sont en train de s'adapter. Dans les écoles, entre autres, mes enfants fréquentent l'école. Il y a des nouvelles règles qui sont en place. Donc, je le vois qu'il y a un mouvement, là, même au Mexique, qui est fort industrialisé en ce moment-là. Hein, le peuple mexicain ne va pas bien. Hein, ils développent des maladies chroniques et tout ça. Donc, je pense que pour le Canada aussi, comme on est voisin des États-Unis, ça peut avoir des répercussions très positives pour nous. Parce qu'on s'entend, là, tu sais, on va à l'épicerie avec les enfants puis trouver juste une céréale qui n'est pas trop sucrée, c'est quasi impossible. C'est un parcours du combattant. Exactement. Même donner des céréales à la base doit être révisé dans nos habitudes culturelles. Oui, on en mange beaucoup trop. Puis on mange souvent, c'est souvent les mêmes céréales qui nous sont servies, c'est souvent du maïs, c'est souvent à base de riz. Il n'y a pas une diversité, à moins que là, tu cherches vraiment à trouver une farine moulue sur pierre avec des grains ancestraux. Puis il n'y a pas ça dans les épiceries traditionnelles standards en général. Hein. Les produits sont industrialisés, commercialisés. Les industries, leur but, c'est qu'on aime leurs produits, c'est de vendre des produits, de nous rendre même dépendants de certains produits. Hein? Donc, ils travaillent avec une mission en tête qui est l'argent, comme toute entreprise. Est-ce que tu aurais déjà une recommandation à donner aux familles qui veulent justement déjà changer une petite habitude de vie qui peut avoir un impact important sur le microbiote? Il y en a tellement de choses que je pourrais dire, mais une des choses pour moi qui est le plus important, c'est on a évincé les gras animaux de notre vie. Et pour moi, c'est au cœur du problème que l'on observe. Parce que quand on ne consomme plus de gras animaux, on se tourne vers les glucides. On se tourne vers les sucres, en fait. Donc, il faut réintégrer à nos repas des gras animaux qui vont amener une satiété, qui vont aider aussi le corps à se régénérer, qui vont aider le cerveau de nos enfants. Puis ça, c'est une stratégie. Et de nos aïeux, qui vieillissent. Si je peux te partager une petite tranche de vie, dernièrement, ma mère a commencé à faire du Parkinson. Puis j'ai fait une émission avec Dr Chappelle des États-Unis, puis il disait l'importance du butyrate. Le butyrate qu'on trouve justement dans le beurre de vaches nourries à l'herbe et tout ça. Alors, est-ce qu'on retrouve plus de butyrate dans le type de viande que produit Émilie? Je vais poser la question à Émilie directement. Je ne sais pas si elle a regardé ces facteurs-là. Mais en effet, dans les produits animaux, on retrouve des substances essentielles là, pour le développement du microbiote puis pour l'équilibre de l'homéostasie de nos micro-organismes. Ouais. C'est vraiment très important. Est-ce que tu penses, avec tes recherches, est-ce que tu dirais que c'est long de rétablir un microbiote? Ou parce que moi, ce que j'entends dans nos cours, c'est que après 2 mois, normalement, après 8 semaines, quand tu changes ton alimentation, déjà, le microbiote va commencer à avoir un effet positif. C'est une bonne question. En fait, ça va dépendre de la sévérité des symptômes et de ça fait combien de temps, d'années que durent les problématiques. Il faut voir que, dans le fond, ce sont des cellules qui se régénèrent assez rapidement sur le mur de l'intestin. Donc, la régénérescence peut varier de 3 à 5 jours pour la plupart des gens. Donc, ça peut être assez rapide quand on commence à enlever des aliments qui ont un potentiel inflammatoire ou qui fatiguent nos cellules et ajouter des bons aliments. Fait que ça peut être assez rapide, mais évidemment, si ça fait 40 ans qu'on a notre condition chronique, ça peut être il peut y avoir une variation individuelle. Puis malgré mes formations en naturo, moi, ce qui me questionne encore, c'est, j'avais une amie, elle s'est fait enlever un bout d'intestin. Oui. Puis là, j'avais entendu qu'à chaque fois que tu enlèves un bout, en fait, chaque
portion d'intestin est responsable de la digestion de certains aliments. Donc, elle ne pouvait plus manger de légumes verts à cause de ça. Pourrais-tu nous en dire, parce que toi, as-tu scruté un peu ce volet-là? Parce que les médecins, très souvent, sont la solution pour les gens qui ont des problèmes intestinaux, ils vont dire, ben faut peut-être vous enlever un bout, ou il faut... et c'est très invasif comme approche, alors qu'on peut refaire la muqueuse intestinale. Oui, totalement. Bien, en fait, je me limite à répondre vraiment dans mon champ, comme j'ai pratiqué en psychologie. Fait que je fais attention aux réponses d'un point de vue plus physique. Mais ce que je peux dire, c'est que, en effet, il y a tout à développer ici au Québec au niveau de nos connaissances, plutôt que d'enlever des organes et des bouts, de restaurer et de travailler au niveau intestinal. Ouais. Alors moi, dans mon travail comme ex-psychologue, c'était pas rare de voir des conditions qu'on appelle comorbides, donc des gens qui consultent pour un épisode dépressif majeur, pour de l'anxiété, avec un diagnostic de santé mentale et une condition intestinale, hein? Régulièrement même, et avec un diagnostic officiel au niveau intestinal. Donc, on voit qu'il y a une comorbidité, c'est-à-dire quand l'intestin va mal, la tête va pas bien non plus. Hein? C'était pas pour poser une question trop embêtante, mais tu sais, c'est pour amener les auditeurs à songer que normalement, tous les morceaux qui nous ont été donnés à la naissance sont utiles, ont une fonction, même la vésicule biliaire. Oui, alors, c'est sûr que quand on en enlève, ça amène... Oui, c'est ça. Puis les naturopathes, bien, on est là pour essayer de rétablir la santé intestinale, rétablir la santé digestive, la muqueuse de la paroi digestive. En plus, en naturo, ça existe depuis comme tout le temps. Depuis toujours, ça fait 100 ans que les naturopathes en parlent du microbiote. Fait que je suis toujours très surprise de voir que les gens sont surpris d'entendre ça, au sens comme ça fait longtemps en naturo qu'on parle de ces concepts-là. Et quand j'étais propriétaire de ma clinique à Gatineau, je collaborais avec des naturopathes. Dans ma clinique, c'est très important qu'on aborde le corps de manière holistique. Malheureusement, c'est pas de la façon dont on est formé beaucoup dans nos professions. Donc, il y a tout avantage aussi à ouvrir cette santé intégrative. C'est un peu l'objectif aussi du week-end. Oui, félicitations. Parce qu'il va y avoir des chiropraticiens, on a des médecins de famille, nutritionnistes, donc plein de gens qui ont le souci justement de partager cette santé intégrative-là. Peux-tu nous parler un petit peu des approvisionnements des sols et l'effet justement sur le microbiote, le fait que, tu sais, de moins en moins, il y a de fermiers qui, bon, premièrement, qui font pas la rotation, mais ça appauvrit, mais deuxièmement, le manque de minéraux dans le sol, c'est ça. Bien, en fait, je vais parler de mon expérience plus à l'extérieur d'ici, parce que j'imagine qu'Émilie va vouloir couvrir ce bout-là, mais ce que j'ai observé en voyageant dans d'autres pays, en visitant d'autres fermes, que ce soit en Équateur, la ferme de permaculture Latitude Zéro, où j'ai passé du temps, c'est que, un peu comme les approches médicales, les agriculteurs sont soumis aux mêmes choses que les professionnels, on est soumis. C'est-à-dire qu'il y a un modèle qui existe et ils doivent respecter le modèle protocolaire pour se faire dire, par exemple, que s'ils n'utilisent pas tel ou tel produit, ça va être très difficile d'avoir les récoltes. Et en quelque sorte, je ne dis pas que c'est faux ou c'est vrai, là, je dis que c'est l'approche actuelle qui est prédominante. Ça, on vend ça. Oui. C'est comme un peu dans mon domaine en psychologie où quelqu'un dirait, bien, si je n'ai pas ma molécule, mon antidépresseur, je ne peux pas fonctionner. Fait qu'il y a comme le représentant qui dit, si tu n'as pas ta molécule, il faut que tu fonctionnes, je prends ça pour m'aider, une béquille. Dans le milieu de l'agriculture, ce que j'ai observé, moi, mon expérience, c'est un peu le même concept. Donc, les agriculteurs sont un peu comme les professionnels. Ils sont comme, OK, bien là, j'ai peur que si je n'utilise pas tel produit, mes récoltes ne soient pas suffisantes ou qu'il y a des problèmes. Donc, ça va comme donner une force à ce modèle-là. Mais ce qui arrive, c'est que tout comme le microbiote intestinal, quand on utilise une médication, le sol est dénaturé par l'usage d'agents externes. Hein? Et donc, ce qu'on va voir avec les années, comme j'ai observé en Équateur, par exemple, des sols complètement vides, c'est-à-dire que avec l'usage répété des herbicides, fongicides, insecticides, il n'y a plus aucun micro-organisme dans le sol et le sol meurt. Et donc, pour moi, c'est un reflet de ce qui peut se produire dans notre microbiote intestinal. Si on a épuisé nos micro-organismes, on est en dysbiose, on est en déséquilibre, qu'est-ce qui va se passer au niveau soit de la santé physique ou de la santé mentale? On va avoir un déséquilibre qui va émerger. C'est la même chose qu'on... Là, je parle de mon point de vue clinique d'observation des sols, là, sans vouloir jouer à l'experte en agriculture, mais c'est ce que j'ai observé aussi dans les différents environnements, différents pays en agriculture. Il y en a qui diraient, bien là, la solution, je vais prendre des probiotiques. Ah, mais sachez que les probiotiques, c'est tout un domaine que des gens se sont appropriés parce qu'il y en a de vastes étendues de vente de probiotiques, puis c'est pas tout de la qualité. Il y en a qui sont spécialisés, qui vont pas
par exemple, c'est pas des fermiers qui vont eux-mêmes produire les bactéries qu'ils vont mettre dans leurs probiotiques. Ils achètent ça d'une autre compagnie, puis ils font que de l'assemblage. Donc, ils vont vous faire à croire que ça va durer. Ah oui, ça va durer, ça va ensemencer ton microbiote pendant 2 mois. Mais finalement, non. Après, peut-être, ça n'a même pas peut-être passé la barrière de la digestion que tu n'en as presque plus de probiotiques. Donc, moi, je pense que le retour à la terre comme ça, à manger plus sainement, est très important parce que ça nous assure de... Parce qu'on est on devient comme à la solde de l'externe. Tu sais, ils font-tu une bonne qualité de probiotiques? Puis là, après ça, pour nous, c'est difficile, même naturopathe, de suivre toutes les études de ces compagnies-là. Il faut aller en profondeur, puis il n'y a pas tous les naturopathes qui vont aller dans cette profondeur d'analyser vos probiotiques. Exactement. Mais je vais juste donner l'exemple. Quand je suis allée en Équateur, sur cette ferme, les probiotiques, en fait, ils sont produits par les animaux. Hein? Parce que dans le fond, les agriculteurs vont utiliser les animaux au champ. Et les excréments deviennent une source pour les sols, mais aussi des sources très, très naturelles créées par la nature, comme le petit lait, par exemple. On va utiliser le petit lait, qui est une grande source de probiotiques, pour venir augmenter la diversité des micro-organismes dans le sol. Je donne ça comme exemple, mais il y en a plein, là. Donc, plus on se rapproche de ce que Dame Nature a créé pour nous, les animaux, qui vont travailler le sol, les probiotiques naturels, mieux on va pouvoir restaurer, moi, dans mon champ, les humains, hein, parce que je travaille avec les humains, mais même, j'observe dans les fermes où j'ai mis les pieds, des sols très riches, fleurissants, des pâturages extraordinaires. Fait que je pense, c'est pour ça que je fais la connexion entre les deux. Hein, parce que ce que l'agriculteur applique, qui me nomme, moi, je l'applique avec des humains. Puis, on s'entend assez bien sur les stratégies à employer, puis il y a des beaux résultats. Parce qu'il y a des gens qui pourraient dire, oui, mais tu sais, se nourrir de façon plus sainement comme ça, avec de la viande de pâturage, ou prendre, mettons, ce beurre-là, qui est le beurre de vache nourrie à l'herbe, ça coûte plus cher, oui, mais sauf que ça va t'éviter peut-être Ça nourrit tes cellules à un niveau très profond. Hein? Et quand nos cellules sont nourries à un niveau très profond, on se régénère, on se sent bien, on a de l'énergie. Alors, je pense que même économiquement, c'est avantageux. On n'a pas de congé de prendre en arrêt de travail. Les gens ne voient pas nécessairement sur du long terme que on investit dans sa santé, c'est toujours plus rentable. Oui, puis ça, c'est un volet que nous, on peut... en fait, occuper, c'est le volet prévention. Exactement. C'est de la prévention que vous faites pour vous et pour votre famille. Oui. Pour terminer, est-ce qu'on pourrait parler de GAPS, le programme GAPS que tu enseignes, puis après ça, parler de où est-ce que les gens peuvent aller s'informer pour les cours? Est-ce que c'est offert au grand public ou plus aux thérapeutes? Je vais expliquer tout ça. Donc, en fait, la pratique GAPS, moi, j'ai découvert ça fait longtemps, ça fait déjà 15 ans, parce que mon fils, Olivier, qui a maintenant 17 ans, a eu un triple diagnostic au préscolaire. Donc, dyspraxie motrice sévère d'abord, ensuite TDAH lors de la première évaluation et dysfonction non-verbale sur le spectre TSA. Donc, étant maman et jeune psychologue à ce moment, je me disais donc, mais voyons que je vais faire avec lui. C'est-à-dire que, premièrement, je veux l'aider. Deuxièmement, les approches qui me sont proposées, c'est principalement de la pharmaceutique et je ne voulais pas aller là avec un jeune enfant. Parce que je travaillais en psychiatrie à ce moment-là, je voyais les effets des molécules sur les enfants, puis c'était pas un choix pour moi. Donc, je me suis mise à chercher et je suis tombée sur ce protocole qui a été publié au début des années 2000. Et puis, c'est Dr. Natasha Campbell-McBride, qui est neurologue et nutritionniste, qui a créé ce protocole GAPS. Donc, GAPS, c'est les initiales en anglais gut, pour intestin, and Psychology Syndrome, donc le syndrome entéropsychologique. Elle a publié par la suite, en 2008, un deuxième livre où elle aborde le syndrome entérophysiologique. Entéro vient de entérocytes, c'est-à-dire les cellules de l'intestin, d'où le terme aussi gastro-entérologue. Okay? Et donc, elle, ce qu'elle explique dans son bouquin, c'est que, dans le fond, on peut tout restaurer les problèmes de santé mentale psychiatrique, donc la dyspraxie, la dépression, la psychose, les troubles sévères et persistants, en abordant la santé du système digestif. Donc, moi, j'ai lu ça avec beaucoup d'intérêt et j'étais à ce moment-là étudiante au doctorat. J'ai lu ça avec beaucoup d'intérêt puis j'ai décidé d'appliquer ça à la maison et avec mon fils et m'en aller comme ça, faire des essais, des erreurs, essayer des choses. Et mon fils, ça a tellement bien fonctionné pour lui que je me suis dit par la suite, bien, il faut que tout le monde sache ça. Moi, je suis psychologue, j'étais psychologue à l'époque, il faut que tout le monde sache ça. Donc, j'ai commencé à me faire un peu une mission de propager l'info. Et plus tard, j'ai été chercher quand la neurologue a décidé d'ouvrir un programme pour les professionnels de la santé. Donc, j'ai suivi le programme qui
toujours disponibles aujourd'hui. Donc, si vous êtes un professionnel de la santé, vous pouvez aller sur le site www.gaps.me, trouver toute l'information pour devenir praticien. Puis j'essaie d'entraîner beaucoup de professionnels québécois en ce moment à aller se former parce que ça donne une approche vraiment là, très intéressante en alimentation fonctionnelle pour aider nos patients, nos clients quand on est dans une pratique active. Et voilà, moi, j'ai appris ce protocole-là par moi-même d'abord, et dans l'expérience à la maison comme maman. Puis ensuite, je me suis formée officiellement. Donc, je suis certifiée praticienne GAPS maintenant. Voilà. Puis les gens peuvent aller voir les formations que toi, tu offres sur le site. Oui. En fait, sur mes réseaux, sur mon Facebook, mon Instagram, Geneviève Labonté-Chartrand, j'ai aussi un site web. Tout est bien indiqué sur mon site. J'ai des formations virtuelles. J'ai aussi des accompagnements de coaching de groupe 2 fois par année. J'ai plein d'offres d'accompagnement individuel. Il y en a qui font le GAPS, il y en a qui sont plus en alimentation fonctionnelle, mais l'idée, c'est d'amener les gens soit en individuel, en groupe, à amener des stratégies à la maison, pas à pas, pour faire des renversements des enjeux de santé mentaux, c'est-à-dire des symptômes. Donc, il y a des cours qui se donnent, qui s'offrent pour la population. La population. Soit sous forme de formation virtuelle, soit sous forme d'accompagnement individuel, etc. OK. Bien, as-tu quelque chose à ajouter aujourd'hui? J'y pense pas maintenant. Je pense qu'on a couvert pas mal de choses. Oui, hein? Merci, Geneviève. Merci beaucoup. Félicitations pour tes actions. Puis, continue. Merci d'être ici. C'est vraiment très apprécié. Merci.